guys are strapped up off the shoulder. Older, if you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just won't fidget. Amis de KMT, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission Conversation que vous connaissez bien tous les jeudis soirs, rediffusée le samedi après-midi à 15h. Alors voilà, ce soir, je reçois donc un invité, disons d'un genre particulier, parce qu'en fait, c'est une première. Je vais discuter avec un médium voyant qui se prénomme Grégoire et que vous avez déjà peut-être aperçu sur les antennes de KMT. Bonsoir Grégoire. Bonsoir Mylène, merci de me recevoir, c'est très gentil. Comment allez-vous? Eh bien écoutez, merveilleusement bien. D'accord. Tout va bien, merci. Alors on va parler de vous, oui, depuis votre enfance jusqu'à maintenant. D'accord. D'accord, déjà. Avec plaisir. Où est-ce que vous avez grandi? Déjà, donc, j'arrive de la région de Bordeaux. Donc je suis né à Bordeaux. Je suis parti à la période à peu près de mes 25 ans de Bordeaux, mais donc j'ai fait toute ma scolarité, toute mon enfance donc sur Bordeaux. Sur Bordeaux, d'accord. J'ai eu un beau-frère à Bordeaux, donc... D'accord, très bel endroit quand même, malgré tout, mais tout effectivement, voilà, l'endroit qui m'est référencé. Ok. À partir de quand avez-vous ressenti, ou en tout cas identifié, votre don pour les révélations? En fait, ça a commencé dès mon plus jeune âge. J'ai eu des révélations qui m'étaient un peu... Forcément, ça a été perturbant parce qu'il y avait une forme d'incompréhension dans ce qui était en train de se passer. J'avais une hypersensibilité en plus très jeune, donc ça est venu forcément, je pense, accentuer parce que ça m'a permis effectivement de ressentir des choses, mais au départ qui étaient incomprises. Mais à partir de 15 ans, déjà, j'ai commencé à avoir des premières révélations, des premiers flashs que je ne vais pas interpréter comme ça au départ, mais que j'interprète à ce jour, après connaissance. Mais à partir de 15 ans, ça a commencé déjà. D'accord. Sachant que je ne me suis pas inquiété, mais je me suis renseigné parce que ça devenait un peu, un peu perturbant et besoin à cet âge-là, on n'est pas du tout là-dedans. Ce n'est pas l'histoire qu'on envisage en tout cas. Mais j'ai appris effectivement que dans ma famille, il y avait déjà des médiums. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il y avait déjà ça dans votre famille? En fait, dans ma famille, je me suis aperçu, mais bien plus tard, qu'il y avait effectivement du côté de mon père, une famille de médiums assez connue dans le Havre, qui vivait au Havre. Et donc, je pense qu'il y a eu souvent, on dit que est-ce que ça a été héréditaire? Est-ce que ça a dépassé... Est-ce que vous vous fréquentiez? On ne se fréquentait pas du tout. D'accord. Donc, en fait, il m'était difficile de penser d'où ça arrive, parce qu'on ne peut jamais savoir d'où réellement ça arrive. Il y a quelque chose qui se présente à vous et vous faites avec. D'accord. Cette hypersensibilité à l'adolescence que vous ne vous expliquiez pas, ça vous a beaucoup perturbé à ce moment-là? Ça a été quelque chose qui m'a donné l'impression d'être différent. Différent des autres enfants. Et différent des autres enfants, et quelque chose qu'on n'aime pas quand on est enfant. D'accord. Parce qu'on a l'impression d'être exclu, de ne pas être forcément... C'est ce que j'allais dire, on vous a un peu mis à l'écart. On est un peu mis à l'écart parce qu'on a une vision, une façon de faire différente. Oui. Et des fois, par exemple, ça m'est arrivé, j'arrivais à l'école, je disais « Oh, la maîtresse, elle s'appelle Martine ». Par exemple, je me présente, je m'appelle Martine, et donc les gens me regardaient, et je ne passais pas pour la bête noire, mais je passais, mais sans le savoir, pour quelqu'un un peu de différent. D'accord. Donc ça a créé quand même une différence qui était, en toute honnêteté, qui était contrariant au départ. Parce que quelque part, on a envie d'être comme tout le monde. Comme tout le monde doit s'intégrer aux autres. Voilà, on a envie d'être comme tout le monde, que ça soit pour tout le monde pareil, et qu'on n'a pas envie de créer la différence. D'accord. Et est-ce que, par exemple, l'exemple que vous venez de nous donner, pour Martine, est-ce que c'est juste quand elle allait rentrer que vous avez ressenti ça ou un peu avant? Je me souviens, ça s'est présenté, elle est rentrée dans le bureau, elle s'est mise et d'un seul coup elle était face à moi et d'un seul coup c'est là que j'ai dit le prénom. D'accord. Et je pense que peu de temps elle s'est présentée tout simplement. Donc ça a été tout simplement un flash, comme on dit maintenant. Elle l'avait entendu, elle? Non, je l'avais dit à mon camarade qui était à côté de moi et je fais donc voilà. Et après c'est passé d'autres révélations par la suite avec mes parents en voiture. Il y a eu malheureusement un accident et je me souviens, je vais vous dire que de manière très enfantin, je vais vous raconter ça parce que c'était comme ça à l'époque. Oh, papa, maman, il y a une moto, il y a un phare, il y a la police ou quoi. Et peu de temps après, on voit un accident de moto avec des ambulances. Donc, il s'est passé ça. Après, il s'est passé le fait que ma mère est tombée enceinte. Ma sœur a 12 ans de moins que moi, la dernière.
Et donc j'avais donc... Vous avez été fils unique très longtemps. Voilà, et je me souviens, non, elle a 15 ans, parce qu'on a 15 ans d'écart, de lui avoir dit, mais tu es enceinte. Elle était en haut d'un escalier, j'étais avec mes autres frères, et elle a dit, j'ai quelque chose à vous dire, je pense que tu es enceinte et c'est une fille. Allez savoir pourquoi je dis ça à ma mère à cet âge-là, à 15 ans, et pourquoi, alors voilà. Donc il y a eu plein de petites choses comme ça qui m'ont mis sur la piste, en tout cas, qui m'ont envoyé des informations pour pouvoir y réfléchir. Et est-ce que les autres frères et sœurs sont pareils ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Je suis... non, ils ont tous des métiers différents. Ils n'ont aucune sensibilité là-dessus, aucun. Donc non, je suis vraiment la seule personne, effectivement, au sein de ma famille à être dans cette activité. Et quand les parents ont ressenti, donc, à travers toutes les petites déclarations, les petites prédictions, la différence pour vous, est-ce qu'ils vous ont traité différemment des autres? Non, je pense qu'ils ont, enfin, c'est le ressenti que j'ai eu, ils ont eu un comportement identique à qui que ce soit pour éviter, je pense, de me perturber davantage ou de me montrer que je pense que si on m'aurait considéré différemment, ça aurait été encore plus compliqué, donc ça aurait affirmé qu'il y a quelque chose de différent à assumer. Et je pense que jeune aurait été compliqué. Okay. Mais non, ils ont eu un comportement identique pour l'ensemble de mes frères et sœurs. D'accord. À quel moment vous vous êtes dit, il faut que j'en fasse mon métier? Ça a commencé vers les 18-20 ans. J'aimais consulter, déjà. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. C'est quelque chose qui m'attirait, tout simplement. Quand vous dites consulter, vous alliez voir J'allais consulter, des médiums, j'allais voir des voyants, des médiums, me faire tirer les cartes. J'aimais cet univers. Ça faisait vraiment partie de moi. Et donc j'ai commencé effectivement à tirer les cartes après progressivement à des amis. Ça a commencé comme ça. J'avais une autre profession de 20-25 ans. J'étais dans le prêt-à-porter masculin. D'accord. Et de ce jour-là, j'ai commencé à tirer les cartes et ça s'est fait pendant 2-3 ans. D'accord. Mais donc, comment avez-vous appris vraiment? Sur le tas, en allant voir les autres? En fait, c'est autodidacte, de manière instinctive. Au départ, il y avait des cartes et pour moi, je faisais ma propre interprétation de ce que je voyais en face de moi. Ça n'a jamais été, j'ai jamais pris un bouquin et j'ai jamais appris. D'accord. Ça a toujours été comme une évidence, quelque chose qui se présentait à moi et qui était... En fait, quand je dis quelque chose à quelqu'un, c'est comme si je vous raconte une histoire d'un seul coup, comme si on se connaissait alors qu'on ne se connaît pas. D'accord. Presque automatique. Et donc, à partir de l'âge de 25 ans, j'ai commencé à monter mes premiers cabinets, à Bordeaux et après à Paris. D'accord. Et vous êtes monté à Paris, c'était pour avoir une clientèle plus large ou parce que vous étiez attiré par la capitale? Alors, je suis parti, donc après Bordeaux, je suis parti à Paris parce que tout simplement, j'avais l'envie effectivement de faire d'autres émissions, de faire quelque chose de différent. J'avais décidé d'emmener aussi ce métier à quelque chose de démocratiser la situation de quelqu'un qui était jeune. Je voulais montrer qu'on pouvait être dans ce métier avec un comportement différent ou une approche différente pour l'avenir. Donc ça a été Paris parce que Paris, pour moi, il y avait aussi, c'est la capitale, il y a une mentalité, un regard différent. C'est aussi une façon d'être perçu autrement. C'est vrai qu'à Paris, c'est peut-être plus répandu qu'à Bordeaux. Alors, je pense que, de manière, ça a toujours fait partie depuis toujours, la voyance, mais je pense que c'était une façon, effectivement, comme vous le dites, d'avoir quelque chose avec quelque chose de plus répandu, un côté peut-être moins cartésien, avec quelque chose de beaucoup plus ouvert, dans un mental différent, un état d'esprit autre. Oui. Donc je pense que c'est ce qui m'a permis d'y aller et d'avoir surtout une possibilité entre guillemets, de voir que ça pouvait fonctionner aussi. Parce que j'étais jeune et j'avais besoin de voir si je pouvais en vivre par la suite. Alors comment on se fabrique une clientèle justement quand on débarque de Bordeaux, on arrive à Paris? C'est avec des petites annonces, c'est comment? Alors ça a commencé, j'ai eu la chance, j'ai quelqu'un de ma famille qui travaille dans le Star System. D'accord. Donc, si vous voulez, j'ai eu l'opportunité, la chance, on dirait que les planètes se sont un peu rejointes et ça m'a donné la possibilité d'avoir des émissions sur Énergie France, déjà très jeune. Après, j'ai pu faire des émissions sur M6, avec ce qui était Enfin, voilà, il y a plein de choses qui m'ont mis en avant, qui m'ont permis de diffuser mon image, diffuser mon activité et de pouvoir effectivement... tout simplement de le mettre en place et de pouvoir faire ce qu'il faut pour en vivre. Parce qu'aujourd'hui, ça me semble, sortant d'un métier
très pragmatique, là on est quand même dans quelque chose de un peu plus marginalisé quand même, je Oui, tout à pense. fait. Je pense qu'on est dans quelque chose de plus marginalisé. Alors, je posais cette question parce que de nos jours, avec les réseaux sociaux, avec toute la promo qu'on peut se faire sur les réseaux, c'est plus possible de se lancer dans une activité qu'à l'époque où éventuellement il y avait les journaux, quelques médias, mais il fallait pouvoir y entrer. Donc, il y avait là, on beaucoup a la presse, l'explication. comme vous dites, il y a eu la presse papier. Oui, c'est ça. On sait qu'il y a un gros groupe qui existe dans la presse papier. J'ai été effectivement dans ces supports. Je présentais souvent les horoscopes aussi dans l'ensemble des journaux. Ah, d'accord, voilà. En fait, j'ai toujours démarché une situation pour faire ça, entre guillemets, pour pouvoir apporter un plus et pour pouvoir, entre guillemets, se projeter dans l'avenir et apporter un complément. Je ne voulais pas faire que tous les jours derrière un bureau tirer des cartes. J'avais envie d'animer une émission, j'avais envie d'aller faire un horoscope, j'avais envie de quelque chose qui bouge davantage parce que quand on est jeune, on a envie aussi que ça soit un peu... Pas fun, mais qu'il y ait un peu de fantaisie dans tout ça. Malgré tout en étant sérieux, en faisant bien son travail, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, vous avez, au fil de votre parcours, affiné vos prédictions en vous intéressant à des disciplines complémentaires. Alors, quelles sont-elles? Alors, il y a eu plusieurs, effectivement. À un moment donné, je me suis aperçu que pour bien faire ce métier, et puis moi, c'est ce que j'estimais pour être le plus efficace possible, pour scanner dessus de quelqu'un et être simplement... J'ai commencé par le langage corporel. Par exemple, si je fais ça. On va voir quelqu'un qui est fermé, qui a du mal. Tout à fait. Non, mais on peut. Oui, je connais certains signes. Et puis, c'est je pas me ça. suis sentie scannée en arrivant sur le plateau. Ah bon. Mais ça vous a pas mis mal à l'aise quand même. Non, mais je m'y attendais. Mais voilà, c'est une déformation professionnelle, la vraie. Mais aujourd'hui, c'est vrai que il y a le langage corporel. Après, j'ai voulu bien me connaître. Donc, j'ai fait pendant 5 ans, j'ai fait une psychanalyse, diplômée de psychanalyse personnelle pour pouvoir connaître toutes mes émotions, parce qu'il y a quand même des situations compliquées. Et puis, il ne faut pas que dans ce métier, vos émotions prennent le dessus. Vous devez rester neutre, quelle que soit la situation, même si c'est impactant. Si vous savez que vous avez de mauvaises nouvelles à annoncer, il faut les enrober un peu. Je pense que c'est comme pour tout, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut savoir comment livrer l'information. On peut avoir une mauvaise nouvelle, mais on peut le dire différemment. Oui, comme un médecin qui doit annoncer un cancer, par exemple, et qui va voilà. pas dire, vous avez un cancer, voilà. Non, je pense qu'il y a... Puis surtout, ce qui m'a beaucoup défini et ce qui m'a emmené beaucoup dans ce métier, c'est mon empathie. Cette attirance vers l'autre. Ça a vraiment été quelque chose d'évident pour moi. D'accord. Mais le langage corporel, il y a eu la psychanalyse, il y a eu après... il y a eu plusieurs petites choses que j'ai mis en place, effectivement, ce qui m'a permis réellement de pouvoir agir différemment. Alors, d'améliorer... d'améliorer surtout ma prédiction pour être beaucoup plus précis. Voilà, c'est ça. C'est mieux. C'est mieux. Alors, pour ceux qui prennent l'émission en cours, nous sommes ce soir en compagnie de Grégoire, qui est médium, voyant. Alors, on va discuter avec lui pendant 1 heure, comme d'habitude. Mais nous allons découvrir aussi ce qu'il a fait comme choix musical, la petite liste qu'il nous a faite. Nous allons diffuser un premier morceau. Alors, Cassave, j'ai mis collé serré. Ça Très bien, je pense qu'on est dans ce qu'il faut. Voilà. Merci. Alors, on vient d'écouter un morceau de Cassave. Vous disiez que vous aviez déjà rencontré... Oui, j'ai eu la chance, effectivement, de Philippe Laville. Oui, Philippe Laville, d'avoir... Voilà. Mais après, ça a été en soirée, comme ça. Mais c'est surtout pour moi, quand je suis arrivé en 2000, en Martinique, 2000-2001, c'était très actuel, cette chanson. Et c'est une chanson que j'ai beaucoup appréciée, qui est restée la preuve aujourd'hui. J'en fais encore référence. Tout à fait. Alors, justement, vous êtes venu en Martinique, comme vous dites, en 2000-2001. Vous êtes resté combien de temps? En fait, je suis venu en 2001. Je suis resté plus de 6 ans d'affilée. D'accord. Qu'est-ce qui vous a fait partir? Parce que je travaillais sur Martinique, Guadeloupe, Saint-Barth, comme je fais actuellement. D'accord. Et j'avais envie, encore cette jeunesse, d'aller découvrir d'autres endroits, parce que je me suis dit, mon fonds de commerce, c'est moi. Je peux aller n'importe où et travailler. Donc j'ai fait ce choix
au départ, ce que je ne vous avais pas dit, d'aller dans la voyance parce que je me suis dit, j'aurais quelque chose qui ne serait pas sédentaire. Et je souhaitais effectivement avoir quelque chose qui puisse me permettre de m'expatrier n'importe où, de pouvoir en vivre et de faire mon métier. Comme les artistes qui voilà, voyagent, qui font des carrières ça- internationales. Ça m'a permis après de vivre dans, bon, on en discutera un peu plus, de vivre dans beaucoup d'endroits. Et ça m'a permis surtout d'avoir une vie différente et c'est ce que je souhaitais. Voilà. D'accord. Alors, la parapsychologie, quand vous avez des clients très perturbés, ça se révèle, je pense, très utile aussi. Oui, parce qu'il y a effectivement besoin les énergies, toutes ces énergies, tout ce comportement. Je pense qu'à un moment donné, il y a des personnes qui ont quitté, si vous voulez, des logiques, qui sont sorties du rail, qui sont dans des situations où même eux ne peuvent pas trouver de solution. Et c'est ce qui permet, dans mon métier de la parapsychologie, de les ramener à une évidence, à une prise de conscience. Ça, c'est une première étape avant de voir qu'est-ce qu'on fera demain. C'est revenir un peu dans une situation de compréhension avant tout. C'est ça. Parce qu'en fait, quand ils commencent à un peu sortir de la route, vous les ramenez un petit peu à... En fait, dans mon métier, mon but, c'est de montrer qu'effectivement, ce chemin n'est peut-être pas le meilleur. Voilà, c'est ça. Mais qu'il y aurait peut-être un autre chemin. À vous, par contre, je n'ai pas le droit de prendre une décision. C'est juste de donner des informations pour que la personne, ça puisse lui faire écho. Que ça lui renvoie une forme de transfert. Qu'elle puisse se dire, mais ah oui, non, mais là, du coup, ça ne va pas ce que j'envisage. La prise de conscience. Et en fait, d'où ces métiers de l'écoute, de langage corporel, de comportement, tout ça, la PNL, tout ce qu'on leur veut, me permet réellement de pouvoir les aider et de leur faire comprendre qu'en fait, on n'est peut-être pas dans le vrai. En toute humilité, bien sûr, mais essayer de faire de son mieux pour qu'elle puisse prendre conscience qu'il y a peut-être différemment ou avoir un autre regard pour l'aider psychologiquement à aller mieux. D'accord. Alors, le profil type, c'est-à-dire globalement, puisqu'on sait très bien qu'il y a différents types de personnes, mais c'est quoi votre clientèle? Le profil le plus répandu et le plus fréquent, effectivement, il y a, c'est la jante féminine quand même, c'est, on va dire, 60% quand même de dames qui viennent me voir, voilà, sûr. Après, c'est monsieur, madame, tout le monde. En général, c'est des personnes qui sont aussi attraites là-dedans. C'est pas quelqu'un qui n'y croit pas qui va venir me voir. Oui. Donc, il y a une attirance sur l'astrologie, il y a déjà une sensibilité qui leur est importante pour pouvoir franchir le pas. D'accord. Mais en général, ce sont des dames, après D'accord. quel que soit l'âge, mais souvent vraiment des dames. Profil type difficile, mais vraiment des dames. Alors, est-ce que souvent, la plupart du temps, ce sont des problèmes de cœur qui les amènent à vous? Alors, là, par contre, oui. Si vous voulez, je vais vous expliquer pourquoi, parce que et c'est de là que je pense que mon métier peut être le plus efficace. C'est que avoir un problème professionnel, c'est une répétition, c'est quelque chose qu'on a appris, ce sont des process, ce sont des choses qu'on va appliquer. Qu'une histoire sentimentale, c'est quelque chose qui vient, c'est quelque chose que vous n'avez vous n'avez aucune donne là-dessus, vous n'avez aucun contrôle. Quand vous êtes bien, vous êtes dans les petits nuages, tout va bien, et là, il n'y a pas besoin de venir me voir, on est heureux et que ça dure. Par contre, quand d'un seul coup, il y a une séparation qui intervient, là, d'un seul coup, on est vite dépeuplé, on se dit, mais comment faire? Parce que là, il n'y a qu'une chose, c'est, je ne veux pas qu'il me quitte, c'est-à-dire, il n'y a pas d'autre raisonnement possible, on est malheureuse, on n'est pas bien. Et de là, effectivement, mon métier peut davantage aider dans le ressenti de l'avenir de demain, de ce qu'on pourra faire ou de comment les choses vont évoluer. Parce que perdre quelqu'un qu'on aime, je pense que c'est un travail, vous perdez un travail, vous allez ailleurs, vous savez ce que vous avez à faire. Pour les sentiments, c'est pas pareil. D'accord. On subit les sentiments, souvent, on les subit. Qu'un travail, on ne subit pas, on peut prendre les choses en main et prendre des décisions. Mais ceci dit, cette perte d'emploi provoque aussi... alors, on peut subir une perte d'emploi et c'est très compliqué, mais si on a, je veux dire, si on a confiance en soi et qu'on connaît le métier qu'on peut faire, on peut se repositionner. Mais que sentimentalement, des fois, il y a des gens qui restent des moments parce que, pour eux, ils sont encore dans des sentiments, ils n'arrivent pas à dépasser ce cap. Ça. Et je pense que quelqu'un de malheureux, ça affecte malheureusement tout ce qu'il y a derrière après, parce qu'on est moins objectif et on est dans une situation un peu à se renfermer sur soi-même. Oui, tout à fait.
Donc là, ça peut aider à tout simplement faire comprendre pourquoi il y a eu séparation, qu'est-ce qui fait que demain ça pourrait être meilleur. Là, effectivement, la voyance et Et qu'on peut toujours refaire sa vie, on peut toujours repartir avec quelqu'un d'autre qu'on va aimer d'une façon différente. Mais de toute manière, la voilà. vie, c'est ça. C'est un éternel recommencement. C'est ça. Donc, je pense que... Mais des fois, on n'envisage pas les choses comme ça. On pense que c'est pour la vie, qu'on est avec quelqu'un, que c'est à vie et que c'est pas possible autrement. Oui. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que ça reste quelque chose de difficile, mais après, voilà, ça marche aussi pour le travail parce qu'on a besoin de choisir un nouveau travail. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'aurai pas un problème? Effectivement, ça sert aussi dans ce sens. Voilà. Alors, vous exercez, excusez-moi, cette activité depuis à peu près 25 ans? Ça fait 25 ans, oui, je pense qu'on arrive, oui, plus de 25 ans, mais oui, 25-26 ans. Il n'y a pas de lassitude, vous êtes toujours... Non, parce que j'ai eu la chance, comme je vous ai dit, de partir vivre après. J'ai vécu à Nouméa, après je suis parti vivre à Tahiti. D'accord, vous avez fait les deux. Donc, si vous voulez, j'ai fait les DOM et TOM, vraiment, partout, parce que je me suis dit, c'était l'idée générale, comme je vous ai dit au départ, de pouvoir un peu aller où bon me semble. Et c'est vrai que ça ne m'a pas lassé. Ce métier s'est enrichi avec le temps. D'accord. Les expériences ont été toujours plus fortes. Et aujourd'hui, c'est un plaisir parce que la prise en charge est quelque chose qui fait vraiment partie de mon ADN. D'accord. Alors, une clientèle, parce que vous nous avez dit en ce moment, c'est plutôt la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Barth. Pour connaître très bien les trois îles, la clientèle de Saint-Barth est très différente de celle que vous pourriez avoir, par exemple, en Martinique ou en Guadeloupe. C'est ça qui est bien, c'est la diversité qui fait la qualité et qui fait, si vous voulez, le professionnalisme par la suite, parce que ça permet de pouvoir, d'où l'importance d'avoir fait une psychanalyse, études comportementales, le PNL, tout ce que vous voulez, ça m'a permis de savoir, quelle que soit la clientèle que vous avez en face de vous, vous y adapter. D'accord. Ne pas être déstabilisé, quelle que soit la clientèle. J'entends par une clientèle un peu plus atypique, comme Saint-Barth, avec des demandes différentes, avec une façon d'être autre. Mais non, puis ça fait plus de 20 ans que je vais à Saint-Barth. Donc, mais au départ, oui, ma première approche a été assez surprenante, alors, si vous voulez que je sois honnête. D'ailleurs, vous pouvez, je le sais parce que en allant à Saint-Barth, il y a des dames qui me disaient « Ah, on vous regarde tous les jeudis soirs ». Vous pouvez saluer vos connaissances aussi bien en Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Barth qu'en Martinique. Effectivement, je fais un petit bonjour à tous ceux que je connais, effectivement, aussi bien à Saint-Barth, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit fait. Je ne donnerai pas de prénom par discrétion quand même, mais en tout cas, aussi bien sur la Guadeloupe, à Saint-Barth, et pour ceux qui me regardent aussi en Martinique. Je vous embrasse tous, effectivement, et puis merci de votre fidélité surtout et de votre confiance. Voilà. C'était important. Alors, comme nous avons toujours un choix musical qui est demandé aux invités, le deuxième morceau, il s'agit de Charles Aznavour. Exact. La Bohème. La Bohème. Merci. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait des lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, on récitait des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du
Parfois il m'arrivait, devant mon chevalet, de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème, épuisé mais ravi. Fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie, la bohème, la bohème. Ça voulait dire, on a 20 ans, la bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Alors, on vient d'écouter Charles Aznavour. C'est ça. Ce petit bonhomme au grand Un talent. grand homme, Oui, un grand homme, en tout cas une belle personne. tout à fait. Alors, vous avez connu diverses cultures. Que pensez-vous de celle des Antilles? Ah, alors, c'est la première que j'ai connue d'ailleurs. Donc il y a eu, on se familiarise souvent, on crée la référence quand c'est la première fois. En tout cas, ça a été mon cas. La preuve aujourd'hui, c'est là que je reviens. Après toutes les îles, j'ai décidé de revenir en Martinique. J'ai fait ce choix-là parce que c'était pour moi, ça a été l'endroit qui m'a accueilli, où je m'y suis senti bien et où je m'y sens bien, où j'ai tout simplement envie, j'aime cette culture martiniquaise, j'aime ce côté authentique. Pour moi, ça faisait partie de quelque chose de vrai et que je trouvais qui m'a séduit. Donc, je ne me suis pas posé plus de questions. Je m'y trouve bien. Je me suis dit, j'y reste. D'accord. Alors, vous êtes un grand voyageur. Vous avez été sur pas mal de continents. Est-ce que vous les avez tous faits? J'ai vécu dans tous les continents, pas que voyager, mais j'ai fait dans D'accord. tous les dom et tom. Tous les continents ailleurs, peut-être pas tous quand même, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Vous êtes allé en Afrique? J'ai Oui. fait l'Afrique, l'Indonésie, la Malaisie, j'ai fait, après je suis parti du côté des États-Unis, après j'ai D'accord. fait côté... Donc, l'Asie, l'Amérique. J'ai beaucoup aimé l'Asie, j'ai beaucoup aimé après d'autres endroits qui étaient bien plus différents, mais en général c'est les États-Unis aussi, le Canada. D'accord. Après j'ai aimé aller, j'ai eu la chance de passer en Australie quand j'étais à Nouméa. Après donc Et est-ce que vous êtes polyglotte? non. Non. Donc, c'est l'avantage d'être Vous avez dans voilà. un département français. Exactement, c'était le bas qui blesse d'ailleurs, Ouais, si vous c'est voulez ça. savoir. Non, mais j'ai pensé en Mais après, entendant quand je me trouve à Nouméa, Saint-Barth ou c'est quoi, ça. ou Oui. qu'il y a quoi que ce soit, souvent je travaille avec des interprètes. Voilà, parce que là-bas, c'est plutôt l'anglais. Hein. L'anglais, le russe, d'autres choses, oui, effectivement. Voilà. Alors, vous dites travailler par flash avec ressenti. C'est en voyant la personne ou si c'est par téléphone, en entendant sa voix. Ça se passe comment? Alors, par téléphone, comme quand je suis en émission, par exemple sur KMT, par exemple, on va m'appeler, on va me poser une question. En fait, la voix va déclencher un flash de manière auditive. Donc, je vais avoir un ressenti sur l'intonation, la façon de comment la personne va me poser la question, le mot qu'elle va employer. Ça va me renvoyer à sa question une réponse qui est presque automatique après.
En fait, il suffit de me concentrer, de me poser une question et voilà ce que j'y réponds tout simplement de manière automatique sans... Effectivement, j'ai quand même des cartes. Les cartes permettent juste d'avoir un comportement de support. Ça vient peut-être confirmer parce que j'ai pas vraiment besoin de cartes. La preuve, quand on est en émission, personne ne tire de cartes. C'est moi qui tire à leur place. Là, j'ai simplement besoin d'avoir des fois, ça me donne une confirmation de ce que je pense. Mais après... Et qu'est-ce que vous préférez, recevoir les gens L'un en tête à tête ou alors l'un comme l'autre, les entendre j'aime bien les deux parce que ça me D'accord. permet de diversifier le travail, de faire les choses différemment et ça me permet d'être moins dans une monotonie ou quoi que ce soit. Mais après, la prise en charge peut être au cabinet avec quelqu'un qui tire des cartes. Je pense que c'est plus ce consultant-là qui décide, c'est pas moi. D'accord. Si la personne préfère garder soit son anonymat, soit ne peut pas se déplacer, soit préfère un tirage, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent du tirage téléphone plutôt que venir en cabinet. D'accord. D'autres vont préférer. Donc ça, c'est un peu le choix de chacun. Ok. Mais moi, personnellement, j'ai envie de venir, venez me voir au bureau, qu'on ait un côté humain, qu'on se voit, ça serait bien. Si j'ai un choix à faire, c'est celui que je ferais. C'est celui-là. Voilà. D'accord. Et vous êtes basé où? Je suis basé à Fort-de-France, rue Victor Hugo. D'accord. Je suis basé à Fort-de-France depuis plus de 25 ans, j'ai ce bureau, enfin ça fait un petit moment, donc rue Victor Hugo à Et vous avez un Fort-de-France. bureau dans chaque île dont vous avez parlé ou Alors, c'est- avant, j'avais effectivement un bureau aussi en Guadeloupe. Et à Saint-Barth, non, je n'avais pas de bureau. Je recevais, souvent, je louais un espace, une maison, quelque chose, et je recevais dans l'endroit où je réservais mon logement. D'accord. Mais non, après, ça ferait beaucoup de choses. Enfin, Oui, parce qu'il faut gérer. il y a beaucoup de choses à plusieurs gérer. loyers, Plusieurs endroits. Vous voyez, c'est bien d'avoir un endroit qui... Voilà. Et après, c'est un peu comme une tournée, en fait, comme je faisais souvent. Je Oui, partais une semaine là, une semaine là, une semaine, je faisais une petite tournée. D'accord. Donc en fait, vous prévenez les gens quand vous venez. Avant, effectivement, il y a soit de la communication qui va passer dans les radios, qui vont passer soit en émission, ou soit par rapport à quelqu'un qui gère ma communication, qui s'occupe de faire ce qu'il faut. Voilà. Alors vous avez travaillé sur Énergie France, RFO, maintenant KMT. Comment ça vous est venu l'idée de travailler avec KMT? KMT, tout simplement, j'avais envie, donc en Martinique, de pouvoir faire une émission, animer une émission. Je me suis aperçu que KMT proposait ce genre d'émission, ce profil était possible. Donc je me suis en tout cas renseigné. Maintenant, ça fait plus de 20 ans que je crois que je fais des émissions. Alors, il y a eu des coupures quand je suis parti. Oui, bien sûr. Mais maintenant, ça fait plus de 4 ans que vous j'ai êtes repris revenu. ici, que je suis revenu, ça fait maintenant 4 ans. Et KMT, je trouvais, pour deux raisons, je l'ai fait. D'une part, il faut aussi diffuser son image, on sait très bien, il faut être honnête, hein, on a tous besoin de payer des factures, il y a des choses qui sont présentes. Et puis il y a autre chose, il y a le côté aussi où ça donnait la possibilité d'ouvrir une émission pour des personnes qui n'auraient pas les moyens de venir consulter, de venir poser sa question. Donc ils peuvent le faire en direct à l'antenne. Ils viennent, souvent on m'appelle, donc c'est tous les lundis et les vendredis, je suis en direct. Les À gens, quelle heure? à 13h. C'est pour ceux qui n'ont jamais vu. Donc tous les lundis et les vendredis à 13h sur KMT, on me retrouve. Donc c'est une demi-heure d'émission, les gens appellent, me posent leurs questions et j'y réponds. Donc c'est vraiment aussi laisser le créneau à ceux qui ne peuvent pas. Parce qu'il y a, voilà, tout le monde ne peut pas. D'accord. Et puis je trouvais ça sympathique de faire ce choix-là. Ok. Donc ça a été une envie personnelle. Ce genre d'horaire, c'est plus pour la ménagère à la maison. C'est l'horaire qu'on m'a proposé. C'est l'horaire. Mais effectivement, il y a... Vous voyez, quand je faisais des émissions auparavant, dans des émissions sur RFO France ou ailleurs, on faisait une émission le soir, un petit peu vers 20h, 20h30, de ces personnes un peu en situation, quand on rentre du travail, que tout est terminé, qu'on commence à se poser, penser à soi. D'accord. Et donc c'est un autre style d'émission, tout en étant dans la voyance, mais il y avait un côté beaucoup plus de compréhension, c'était un peu différent, mais tout en étant accentué sur la voyance, bien sûr. D'accord. En tout cas, ceux qui vous découvrent ce soir connaissent cette émission qui passe tous les jeudis depuis des années et des années, à 20h45. Oui. Alors, si cette émission vous plaît, ou elle n'est pas encore terminée, mais vous pouvez aussi la revoir, je rappelle, samedi, à 15h05. Et de temps en temps, quand je ne peux pas tourner ou qu'il y a un imprévu, Ah bon. à ce moment-là, on fait des rediffusions. Très bien. Donc cette émission repassera certainement. Voilà, rediffusée.
Alors, on va regarder un petit peu votre approche, votre façon d'approcher vos clients. Alors, il y a voyance et médiumnité, c'est-à-dire? La voyance, alors il y a deux choses. Quand on est voyant, on peut faire de l'interprétation de cartes. Médium, ça va être beaucoup plus par flash. Médium, normalement, un médium n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il va avoir des flashs, il va avoir des ressentis, il va de suite vous regarder, ça va lui envoyer une information. Donc, je suis beaucoup plus dans la médiumnité. C'est vraiment mon... D'accord. Mais ça en fait partie dans le sens où je trouve aussi que je prends des cartes. Donc, je fais aussi du tirage de cartes. Quand une personne vient, la personne tire ses cartes. Effectivement, ça vient donner aussi d'autres informations. Alors, je vois utilisation du pendule. Est-ce que ça se fait encore, ça? Eh bien oui, j'en ai même deux. J'en ai même deux, si vous voulez. D'accord. Le pendule est une forme de question qu'on va poser. Aussi bien sur une main, sur une carte, sur quelque chose. On a besoin d'une confirmation, d'une question, et ça va apporter une réponse. Donc le pendule, ça marche avec les énergies, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. D'ailleurs, qui n'a pas souvent fait? Alors, il y a ceux qu'on fait avec les alliances, il y a ceux qu'on fait avec... Il y a toute une histoire, le pendule est quelque chose Il y a le pendule pour chercher de l'eau, Alors ça, c'est pour la radiesthésie, effectivement. Oui. Mais effectivement, ce qu'on appelle un sourcier. Un sourcier qui cherche effectivement avec, normalement, c'est du bois. Oui. Exactement. Mais effectivement, ce pendule donne des informations, et beaucoup de personnes ont un pendule, même si on veut savoir. Beaucoup aiment bien, après voilà. Mais c'est vrai que ça vous permet de vous en servir. C'est un outil qui permet effectivement des fois de m'aider pour avoir des compléments d'information. D'accord. La numérologie? La numérologie permet de voir dans quelle maison vous êtes. Ça va me permettre de pouvoir, effectivement, si on est en cycle fermé, cycle qui s'ouvre, ça va me permettre de voir s'il y a un cycle qui se termine, s'il y a quelque chose de nouveau, si la personne est en train de rentrer dans une nouvelle étape, voilà. C'est une maison, ce qu'on appelle sortir le numéro de la maison. Bon voilà, après je ne suis pas non plus astrologue à 100%, attention, j'ai fait un minimum de base, mais je ne fais pas de révolution solaire, je ne fais pas tout ça, voilà, ça c'est encore différent, mais la numérologie me permet de me donner, c'est l'année, le jour, le mois, on calcule tout ça et ça vous donne un chiffre. Ce chiffre-là, pour moi, une importance à ce moment-là. D'accord, que vous allez interpréter. Alors, et lecture des énergies? Alors, la lecture des énergies, c'est quelque chose que l'on peut voir. On peut sentir au niveau de l'aura, au niveau de tout ça, quelque chose qui est brouillé. Donc, c'est-à-dire que les énergies ne vont pas. On peut voir des fois des contradictions. Souvent, c'est ça. Donc, souvent, les personnes font un nettoyage d'énergie. Un nettoyage d'énergie, c'est des prières. Ça peut être tout simplement un bain de mer, se nettoyer. Il y a beaucoup de choses après en nettoyage d'énergie qu'on peut faire. Purification. Exactement, une purification, un soin sur soi, ça existe. Tout ça, effectivement, peut apporter un bien-être ou sortir d'une sphère où on se sent... Souvent, il y a des personnes qui vous disent « mais je ne suis pas bien en ce moment, parce que j'ai pas la paix, j'ai limite pas le moral. » C'est-à-dire que vos énergies ne sont pas bonnes, qu'en ce moment, vous êtes dans une contrariété inconsciente, ça veut dire. C'est ce qu'on appelle des passages à vide. Oui, complètement. Et ces passages à vide, on n'aime pas les vivre parce qu'on n'est pas maître de soi, on subit là. Et on n'aime pas subir dans la vie, normalement. Alors, l'accompagnement peut être personnalisé, c'est-à-dire? Après, il y a des personnes, donc si bien des chefs d'entreprise... que je suis, qui, par exemple, montent diverses affaires, où je me déplace, où on regarde l'énergie de ce local, par exemple. On va regarder quelqu'un qui est en train de... Il y a des gens qui sont en train de faire des ventes, donc de voir certaines choses, se rétablir. En fait, c'est accompagner quelqu'un dans des choix professionnels, souvent. C'est souvent sur le plan professionnel. Quand des gens veulent se développer, souvent je me déplace dans les lieux pour voir si je sens l'endroit propice ou quoi que ce soit. Voilà, il y a plein d'endroits comme ça. Vous facilitez les prises de décision. Et après, il y a des suivis tous les mois. Avec certaines personnes, on fait le bilan mensuel de comment c'est passé, de qu'est-ce qui s'est mis en place, qu'est-ce qui ne va pas. Il y a comme une forme d'audit à la fin, malgré tout. Oui. Parce qu'il y a, en fait, mon métier, il y a aussi de la psychologie, malgré tout, qui est très important. C'est évident, parce que si vous n'êtes pas psychologue, vous ne pouvez pas livrer les bonnes informations, ou bien les livrer en tout cas. Donc c'est tout ça, tout ce que j'ai, entre guillemets, qui me permet de les accompagner, de les aider dans le niveau de compétence que j'ai pour pouvoir, entre guillemets, eux, ça leur permet soit de prendre confiance dans ce qu'ils sont en train de faire, soit d'avoir juste une petite audite de quelque chose qui confirme ou qui valide leur choix,
ou tout simplement parce qu'ils ont vraiment besoin d'être drivés sur quelque chose, que c'est quelque chose qui leur est nécessaire. Donc, en général, ils font appel à vous. Ce sont eux qui vous contactent? De manière, oui. Moi, Oui. je ne contacte personne. C'est parce qu'ils vous ont vu Moi, en fait, je dans une contacte émission personne, exactement. ou sur le journal Souvent, on m'appelle parce qu'on m'a vu en émission, on m'a vu dans le journal, on m'a vu sur ou Internet. quelqu'un qui a Ou quelqu'un... bouche à oreille, quoi. Après, il y a pas mal de bouche à oreille, surtout. Oui, Il y a je beaucoup de pensais gens, aussi. parce que vous savez, ce métier-là font que beaucoup de gens... Oui, vous savez, la question qui est simple, il est bon ou pas? Vous allez voir votre copine, qu'est-ce que vous allez vous dire? Oui. Alors, il est bien, Oui. il est bon ou pas? Et je pense que vous avez besoin de ce retour, parce que déjà, cette démarche n'est pas facile. C'est pas une démarche qu'on fait tous les jours, c'est qu'on fait ça à un moment de sa vie où je pense... Les choses ne vont qu'on pas n'est très pas bien en bien. général. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin d'en rajouter davantage, il faut être rassuré. Voilà. Alors, je lis que vos valeurs sont l'empathie, l'écoute, la sensibilité aux énergies, l'accompagnement bienveillant. Donc, il faut être empathique pour exercer ce métier parce qu'effectivement, si on n'aime pas les gens, à mon avis, Déjà, il faut aimer on ne quelqu'un va pas pour les pouvoir- aider. Oui. Vous avez tout dit. Si on aime quelqu'un, déjà, si on doit aider quelqu'un, il faut l'aimer. Ou en tout cas, il faut aimer le métier qu'on fait. Ou il faut avoir cette volonté de prendre quelqu'un en charge. C'est comme une vocation. Et je suis vraiment là-dedans. Pourquoi? Parce que je me dis, moi, ça va, si je peux aider quelqu'un dans mon métier, je trouve que c'est beaucoup plus lucratif que de vendre un produit et puis de manière impersonnelle. C'est mon choix personnel, c'est pourquoi je fais ce métier, pour ses gratitudes. Et l'empathie, vous êtes obligé d'en avoir. Vous êtes obligé parce que l'empathie, déjà, si vous n'en avez pas, changez de métier. Oui, c'est ça. Être empathique, c'est ce qui permet justement de mieux comprendre l'autre. La disponibilité, l'écoute, tout ça, c'est très important. Je pense que l'écoute, aujourd'hui, est rare et très important pour l'autre. Et si vous arrivez à faire quelqu'un retrouver sa confiance en elle, la faire rebondir, pour vous, c'est une récompense. Pour moi, le travail est fait, c'est ce pourquoi la personne était venue. Oui. Donc, vous savez, des fois, j'ai des personnes qui, l'autre fois, même en émission, il y a quelqu'un qui a appelé ou j'ai reçu quelques courriers en me disant « Je suis content de vous avoir retrouvé sur ma route ». Ben, je lui dis « C'est surtout moi, merci de m'avoir fait confiance ». Et de là, je pense que c'est ça qui est sympathique, c'est qu'au bout d'un moment, ce métier, c'est pas pour vous dire demain vous allez avoir un enfant ou quoi, c'est de sortir les personnes de situation. Je pense que c'est ça le plus important, c'est de les emmener à un moment de leur vie qui était complexe, limite pour eux, on va dire, traumatisant. Et quand vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas prendre des décisions seules. Des fois, vous avez besoin. Donc, il y a une histoire de confiance qui se construit entre nous. D'accord. Et je pense que la confiance instaurée. Puis, c'est plus facile de parler à un étranger qu'à sa famille. Oui, des fois, oui. Souvent, c'est plus facile de se livrer. Ok. Et puis, ça reste. N'oublions pas que ça reste très privé ce qui se passe au bureau. Ah oui. Reste au bureau. Forcément. Donc, partie de là, on peut effectivement se confier en toute franchise. Voilà. Alors, je rappelle que je suis en présence ce soir de Grégoire et que notre conversation est à mi-parcours à peu près, un peu plus que la mi-parcours quand même. Il a fait donc un programme musical et nous le continuons avec Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore. C'est ça. Voilà, donc Grégoire avait choisi Céline Dion. Alors, dans le clip, on voit que Céline Dion est vraiment dans une mauvaise passe et qu'il faut qu'elle en sorte. Hein. C'est ça. Quand on regarde bien le clip, on comprend qu'il est temps de passer à autre chose. Que ça ne va pas, qu'elle est dans l'ombre et qu'il faut sortir un peu Il dans faut la partir lumière, dans hein. une bonne énergie et changer changer une page. totalement. Exactement. Voilà. Alors, c'est en tout cas une artiste qui a une voix extraordinaire, qui fait partie des meilleures chanteuses de la planète. Je Ça, suis on le sait. enfin, en tout cas, pour moi, c'est tout à fait ce que je pense aussi. Voilà. Mais une très belle personne, enfin très belle, je ne la connais pas personnellement, loin de là, mais en tout cas, dans ce qu'elle dégage, j'aime beaucoup de ce qu'elle dégage et de ce qu'elle est. Tout à fait. Et surtout de la carrière qu'elle a pu effectivement mener. Et puis, nous avons une petite pensée pour elle, puisqu'en ce moment, En ce ça moment, va pas c'est un trop peu bien. complexe, je Oui, crois, oui. pour elle. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison. Et souhaitons-lui le meilleur. Voilà. Alors, on va revenir à du positif. Hein. Alors, Grégoire, je le rappelle, est médium, voyant. Alors, comment se déroule une séance? Il y a une prise de rendez-vous? Alors, en fait, le démarrage est simple. On m'appelle, je fixe un rendez-vous. Donc, soit par téléphone, soit effectivement à mon cabinet, donc rue Victor Hugo à Fort-de-France. Alors, on peut donner le numéro de téléphone. Hein. On peut effectivement donner un numéro, ça pourrait être mieux. Alors, 06 96 668 568.
Alors 668 568. C'est ça. Facile à retenir. Donc effectivement, donc les personnes m'appellent, ils tombent sur moi directement. Je préfère. À l'antenne, c'est déjà marqué. Hein. Ah bon, bah alors, tout est fait, tout va bien, tout est... En coulisses, Jean-Michel Césaire, parce que vraiment... Mais effectivement, on m'appelle, je fixe un rendez-vous. Pourquoi on doit m'appeler? On ne vient pas sans rendez-vous pour la discrétion de chacun. Donc ce n'est que sur rendez-vous uniquement. Et effectivement, on fixe un rendez-vous. Les personnes arrivent, s'installent. Et de là, effectivement, je vois avec eux ce qu'ils souhaitent comme consultation, parce qu'il peut y avoir une seule consultation ou une consultation générale, ça dépend de ce pourquoi on vient. Et de là, la personne, je lui demande de se taire, par contre. Je ne veux pas d'informations. D'accord. Pourquoi? Parce que, comme je dis toujours, aller voir une copine, c'est gratuit. C'est-à-dire quoi? C'est que je ne veux pas, en fait, que ça influence. Je ne veux pas que ça influence ce à quoi je pense ou des flashs qui vont. Donc, effectivement, souvent, après, on fait le bilan ensemble. Mais sur les 10 premières minutes, je vous dis ce qu'il en est de la situation et après, effectivement, on peaufine, on va plus loin. D'accord. Un tirage de cartes est fait. Mon pendule, à ce moment-là aussi, rentre en ligne de compte. Voilà. Vous demandez quand même la date de naissance, c'est ça? Donc voilà, je demande donc la date de naissance pour faire la numérologie au départ, le prénom de la personne. Des fois, je lui demande une couleur et un chiffre aussi pendant la consultation. Et après se déroule la consultation dans tout ce qui en sort ou quoi que ce soit. Bien sûr, s'il y a un sujet que la personne ne souhaite pas qu'on en parle, voilà. Elle me le donne dès le départ. Et comme ça, dès le début. Je ne veux pas savoir telle chose. Je ne veux pas sur cette situation-là. Donc ça, voilà. C'est pour la consultation en face à face. Ça, c'est une consultation donc quand on est au bureau ensemble. Voilà. Et puis il y a la consultation téléphonique. La consultation téléphonique, après, elle se fait donc par téléphone, uniquement donc si vous voulez avec le règlement par carte bancaire si on doit parler clairement, et après en tout anonymat, et après la personne c'est avec des couleurs, des chiffres aussi que je demande. De mon côté, je me fais quand même un petit tirage, je prends mon pendule mais ça on ne me voit pas parce que je suis dans mon petit coin, voilà. Et donc après, on fait la consultation par téléphone, tout simplement. D'accord, donc là c'est guidé plus par le ressenti. C'est par le ressenti, par l'intonation de la voix en fait, surtout. C'est ça, l'énergie transmise en fait à travers la voix. Donc là c'est différent parce que la personne va devoir me parler autrement, comme je ne l'ai pas en face de moi. Donc je vais lui poser des questions différentes. C'est pour ça que je lui ai demandé des couleurs, des chiffres, pour que tout simplement des flashs puissent arriver progressivement. D'accord. Ou tout simplement, des fois les personnes appellent pour avoir une question précise, voilà. Et après, à partir de là, on fait ce qu'il y a à faire. Exactement. Donc, vous avez, je pense, eu l'occasion de noter le numéro, puisque Jean-Michel l'avait mis à l'écran. Alors, pour parler de vous, votre équilibre, comment vous faites pour le conserver, pour renouveler vos énergies après tout ce que vous... qu'on vous envoie en pleine face en réalité. Pour éviter d'être l'éponge qui absorbe tout. Voilà, c'est ça. Il est très très important effectivement de faire ce qu'il faut. Il y a tout ce nettoyage énergétique que je fais aussi, donc à la mer. Enfin, il y a beaucoup de choses que je m'en place. Je vais une fois par an au Vatican. D'accord. Je suis donc très croyant, vous devez bien penser que je suis croyant, donc forcément. Ça m'est arrivé de faire aussi des petites semaines d'énergie où je pars dans des endroits qui permettent de se ressourcer. J'ai fait un jour un ashram en Inde, j'ai fait des petites choses comme ça. Donc au bout d'un moment... Vous allez dans des monastères aussi? Oui. Où vous êtes pendant plusieurs jours sans rien, volontairement. Se sortir de tout ce qui est la consommation, de tout ce qui est... Et ça, c'est très très bien. Pourquoi? Ça vous permet de revenir à l'évidence, à quelque chose d'essentiel. Et surtout de rester simple. C'est important. Et puis parce que... Et puis c'est pas ça, c'est qu'au bout d'un moment, il y a besoin aussi de penser aussi à toi, comme vous dites, de se nettoyer. Et pour avoir un quotidien aussi où... Parce que c'est vrai que des fois, il y a beaucoup d'énergie que vous avez en face qui sont assez alourdissantes. Oui, c'est comme un kiné qui masse des malades qui ont mal au dos, au cou, etc. aussi. À force de masser, de faire du bien aux autres, des fois, eux, ils ramassent les énergies. En fait, on récupère que l'on veuille, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est une enveloppe corporelle, mais on est tous une énergie, si on fait ça. Donc cette énergie-là, si vous voulez, on dit souvent, c'est comme vous arrivez des fois dans un endroit, vous ne savez pas pourquoi, ça c'est votre ressenti. Ah, je ne veux pas être dans cette maison, j'en veux pas, je ne me sens pas bien, je veux aller ailleurs. C'est que vous ne sentez pas une bonne énergie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire, vous ne savez pas comment le matérialiser ou comment le dire, mais en attendant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on vous renvoie comme information qui vous dit, c'est pas le bon endroit en gros.
Alors, justement, votre façon à vous de vous ressourcer, c'est aller dans la nature? Pour moi, ma vraie façon, c'est effectivement souvent, c'est prendre l'avion, quand je peux. Partir vivre quelque chose dans un endroit, mais autrement, ça va être beaucoup plus une journée calme, penser à rien, tout ce qui va être élément, mer, terre, tout ce que l'on veut, voilà, vraiment, se rattacher à ça, réellement. Le fait d'être en mer, le fait de se promener avec tout cet oxygène en nature est très bon aussi. En fait, c'est plein de choses où d'un seul coup, il faut se sentir léger. D'accord. Quand je me sens encombré, énervé, ou quoi, je sais qu'il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. De manière, il faut prendre soin de soi pour s'occuper des autres. Mais de toute façon, c'est une règle d'or. même quel que soit le métier, il faut des coupures de temps en temps pour déconnecter Et puis c'est pour le mieux cerveau reprendre. et reprendre. Oui. C'est pour ça que souvent, des fois, je suis pas là pendant une semaine ou quoi volontairement, parce que par moment, il y a ce besoin de se dire stop. Là, c'est non. Là, j'ai besoin. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'on va faire pour faire, et c'est pas le but. Ça Alors, j'ai vu que vous allez aussi régulièrement à Lourdes. Oui, mais Alors, je suis de Bordeaux, n'oubliez pas. Donc. C'est le côté miracle, c'est quoi? J'ai une sœur handicapée, malheureusement, qui nous a quittés au mois de juin, à 60 ans. Mais elle est née handicapée. Et donc, Lourdes, avec ma maman et avec mes parents, on a souvent été à Lourdes. Donc, depuis c'était ma sœur aînée. Donc, depuis mon plus jeune âge, j'y suis souvent allée à Lourdes parce qu'elle était handicapée, elle ne parlait pas, elle était dans un fauteuil, elle a fait une encéphalite très jeune. Donc, Lourdes a été un endroit vous savez, il y a besoin de, quand vous avez un enfant handicapé, en l'occurrence pour mes parents, c'est à 60 ans en arrière, donc vous voyez, le regard était différent, la situation était compliquée. Il y a besoin de trouver quelque chose à quoi vous raccrocher. Donc Lourdes, effectivement, tous les ans, on allait à Lourdes, en famille, pour ma sœur. Et j'ai aimé, je me suis dit, c'est bien que ça existe. Très jeune, petit, je me suis dit, c'est bien, c'est là pour ma sœur. C'était très enfantin de comment je pensais. Et par la suite, je me suis aperçu que c'était quelque chose aussi d'important. D'accord. Pour moi, aller à Lourdes, c'était un endroit, si vous voulez, il s'est passé des choses là-bas. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont... Et pour moi, quand je pars là-bas, c'est une façon aussi de se nettoyer. Il y a quelque chose de positif à ça. Et puis, c'est un peu un pèlerinage aussi par mémoire. D'accord. Alors, je lis quand j'ai fait des recherches sur vous, sur Internet, mon message à tous, celles et ceux qui lisent ces lignes et qui hésitent à franchir le cap de la consultation, je les invite à se laisser porter en acceptant de lâcher le contrôle, d'accueillir l'expérience pleinement. Je serais heureux de partager avec vous mon expérience et de vous offrir un regard nouveau et éclairé sur ce que demain peut être. Alors, ça, c'est pour quand vous sentez que quelqu'un vous appelle, mais en même temps, il est encore un peu réticent? Souvent, effectivement, il y a des personnes qui sont assez réticents à la situation, parce que c'est la première fois, ou parce qu'ils... En fait, le pire, c'est quand quelqu'un n'y croit pas, mais il prend un pas en avant, 2 en arrière. 4 en arrière, même. Pas de 4. Mais c'est pas ça, c'est qu'à un certain moment de leur vie, il y a des personnes qui se disent, bon, c'est comme si c'était le dernier espoir. Bon, j'y vais, j'y crois pas, mais... bon, on verra. C'est pas grave. En tout cas, merci de le faire. C'est-à-dire qu'ils... Ils peuvent être surpris. Et ça m'est arrivé d'ailleurs l'autre fois en émission, il y a quelqu'un, j'aimais bien ça, c'est il y a 15 jours, la personne s'appelait Laetitia d'ailleurs, elle me dit, je vous appelle mais j'y crois pas. Et en fait, j'ai trouvé ça super. Super parce qu'on a le droit de ne pas y croire déjà, c'est tout à fait droit. Mais je me suis dit que là, faisons ce qu'il faut pour les faire peut-être changer, pas d'avis, mais pour les surprendre. Et quand on a terminé, elle me dit effectivement ce qu'on a dit c'est juste. Donc, je voyais les choses autrement, essayer d'avoir un regard autre. Parce qu'en fait, ça peut malgré tout aider quelqu'un même qui n'y croit pas. Ça peut lui donner des informations alors qu'il n'aurait pas eu ces informations s'il ne serait pas venu, et ça peut lui ouvrir les yeux. Mais on a le droit de ne pas y croire, mais quand on n'y croit pas, je leur dis souvent, laissez-vous porter et vous me direz après. Voilà. Alors, l'heure commence se termine avec Grégoire, médium, voyant,
qui vous donne rendez-vous en fait. Redites-moi les jours. Alors tous À les 13 heures, lundis, tous les lundis et les vendredis à 13h, on peut me retrouver en direct donc sur KMT. Voilà. Le numéro de téléphone, si Jean-Michel Césaire peut le remettre à l'antenne et puis sinon on peut le redire. Oui, Voilà. donc le 06 96, mais je crois que voilà, ça y est, il est à l'antenne, donc on peut le voir. 668 et 568 pour ceux qui ont du mal peut-être à Voilà, voir. à lire, parce que c'est ou à écrit lire, petit ça quand arrive, même. c'est un peu petit, oui. Mais Oui. bon, c'est pas grave. Voilà. Autrement, on peut aussi aller sur mon site qui est grégoiremedium.com aussi. D'accord. Alors, on va passer un dernier petit message avec les yeux dans les yeux avec les téléspectateurs, de la part de Grégoire, comme de chaque invité que je reçois sur le plateau et à qui je dis de converser directement avec vous. Et puis après, on va se dire au revoir sur un dernier morceau que Grégoire a choisi. Il s'agit de Sahel, Tchébéret de Pamodi. Merci beaucoup et à bientôt. Et n'hésitez pas, je suis là pour vous. Voilà, c'était bref. Pour ralentir ceux qui sont pressés, stressés, pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empresser. Tchébéret, pas maudit. Tchébéret, pas maudit. Word chemistry, hippie, sexy nerd ministry. Hennessy helps them listen when they witness me. Beautiful, eye of the beholder. Love is just the hand that guides a strap up off the shoulder. Older, if you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just want fidget.